Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. J-4 avant l'élection présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, Edi Komboigo fait partie des 13 candidats en lice à ce scrutin. Il porte les couleurs du Congrès pour la démocratie et le progrès, fondé par l'ancien président Blaise Compaoré. Son portrait est à suivre dans cette édition. L'économie égyptienne reçoit le soutien de la Banque centrale. L'autorité monétaire de la République d'Égypte a décidé de réduire de 50 points de base ses principaux taux directeurs, une mesure pour assurer la stabilité des prix à moyen terme. Et la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale vient d'obtenir plus de 3 milliards d'euros de financement pour des projets favorisant l'intégration régionale. Nous reviendrons en détail sur ce fait d'actualité avec l'invité de cette édition, le secrétaire permanent de la CEMAC, professeur Djena Wembou. Mais tout d'abord, le Tchad veut modifier sa constitution. Un projet de loi constitutionnelle a été soumis à l'Assemblée nationale le 16 novembre. Une commission parlementaire spéciale a été créée pour examiner ce projet de loi, adopté par le gouvernement la semaine dernière. Notons que ces modifications apportées à la Constitution de 2018 interviennent après le deuxième Forum national inclusif, la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat et d'une Cour des comptes font partie des modifications citées. Ce projet de loi doit être adopté par l'Assemblée nationale vers le 1er décembre 2020. 13 candidats sont en lice à l'élection présidentielle de ce dimanche 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Le parti du Congrès pour la démocratie et le progrès, qui a longtemps été le principal parti burkinabé, ne sera pas représenté par son fondateur, l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, mais par Edi Komboigo. Il a été investi candidat du CDP en juillet 2020. Son portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commentaire Kamesh Katapoulé. À la tête du CDP depuis juillet 2015, Edi Komboigo, tant bien que mal, s'est investi pour l'unité entre les militants de son parti. À quelques jours du scrutin, il se dit confiant et assure avoir la chance de remporter la présidentielle. En espérant une éventuelle investiture, le candidat de l'ex-majorité balaye du revers les inquiétudes selon lesquelles son parti, une fois au pouvoir, pourrait s'en prendre à l'actuel régime. Le monsieur que vous voyez en face de vous, c'est un homme qui avait été contraint par le régime actuel à séjourner en prison, n'est-ce pas? Je me souviens que vous avez compati en son temps. Je vous avais aussi demandé de prier et je sais que vous l'avez fait. En l'absence de Blaise Compaoré, fondateur du parti, Edi Komboigo tient les rênes d'une formation politique divisée entre ses caciques. Qu'à cela ne tienne, il n'a jamais cessé de prôner l'union au sein de sa formation, la paix pour le Burkina et le pardon vis-à-vis des détracteurs de l'ex-régime au pouvoir. Lorsque Dieu m'a fait sortir de prison, j'ai pensé à m'enfuir du pays. Mais il m'a révélé qu'il avait une mission à me confier. Cette mission, c'est celle que je conduis aujourd'hui à la tête du CDP. Surnommé ECHO, le candidat du CDP n'est pas à son premier essai. En 2015, il s'était présenté à l'élection présidentielle, mais du fait d'une loi d'exclusion votée à dessein par le Parlement de la transition, il s'est vu empêché de prendre part au scrutin. Le processus de décentralisation acté dans la Constitution de 1996 est en cours d'application au Cameroun. L'élection inédite des conseillers régionaux se tiendra le 6 décembre 2020. Un décret présidentiel a été publié le 3 novembre concernant l'organisation des collectivités territoriales. Le but, faire participer davantage les citoyens à la gestion de leur localité. Plus de détails avec Corinne Kamse-Eoné et Joël-Marie Ballot.
Le Conseil national de la décentralisation, dont l'organisation et le fonctionnement ont été rendus publics par décret présidentiel du 3 novembre 2020, vient compléter l'architecture de la décentralisation au Cameroun. Le dit Conseil est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation. À cet effet, il s'assure du bon transfert des compétences et ressources aux collectivités territoriales décentralisées et définit par ailleurs les méthodes d'évaluation du processus de décentralisation. Nous pensons qu'il faut aller au-delà de la multiplication des institutions pour traduire la situation réelle dans le fait, transférer les compétences et les ressources au profit des collectivités territoriales décentralisées. On a l'impression, personnellement, que c'est à ce niveau que les choses trouvent des ampleurs importantes. Parce qu'au niveau de l'État central, les ministres trouvent des subterfuges pour justifier le non-transfèrement de ressources et de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Le 6 décembre 2020, les premières élections régionales devront se tenir au Cameroun depuis la constitutionnalisation de l'État unitaire décentralisé en 1996. Après les tests législatifs de 2004 et 2019, la mise sur pied du Sénat en 2013, le Conseil national va implanter les mécanismes de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, structurées et suivre la courroie de transmission entre le pouvoir central et les régions et communes. Le Conseil national de la décentralisation doit faire bouger les lignes. Et quand je parle de faire bouger les lignes, c'est d'aller vers ces ministres qui traînent les pieds dans le terre de compétences et de ressources qui doivent être aujourd'hui et désormais gérées par les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est le premier défi de ce Conseil-là. Il ne faudrait pas que ça soit une institution budgétivore de trop, où les gens vont s'asseoir pour prendre les pédiums et les indemnités sans qu'on trouve en réalité en quoi ça a servi à faire avancer le projet sur le terrain. Selon le décret du 3 novembre, le Conseil est composé de membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre. Les parlementaires, les magistrats municipaux ainsi que les conseillers régionaux complètent sa composition. Selon le vœu des communautés, cette nouvelle entité doit pouvoir garantir le bon fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées afin que les populations s'impliquent véritablement au processus de développement local et régional. Ces dernières années, la croissance égyptienne était en hausse, mais elle a été ralentie par la pandémie de Covid-19 pour l'année fiscale 2019-2020. C'est pour cette raison que la Banque centrale d'Égypte a décidé de soutenir l'économie en réduisant de 50 points de base ses principaux taux directeurs. Une mesure qui devrait permettre de stabiliser les prix à moyen terme. Les explications de Mildred Yamou. Pour porter assistance à l'économie égyptienne qui subit les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19, la Banque centrale d'Égypte a réduit de 50 points de base ses principaux taux directeurs. La mesure est contenue dans un document publié le 12 novembre 2020 par le comité de politique monétaire de l'institution financière. La réduction des taux directeurs apporte un soutien approprié à l'activité économique, tout en restant compatible avec la stabilité des prix à moyen terme. Les taux d'inflation annuels ont continué à refléter des pressions inflationnistes modérées. D'après les autorités, cette décision vient en soutien à l'économie égyptienne qui s'est contractée de 1,7% au cours du deuxième trimestre 2020. La croissance économique qui était déjà en hausse au cours des dernières années n'avait atteint que 3,6% au cours de l'exercice fiscal 2019-2020 contre 5,6% au cours de l'exercice 2018-2019. Ce, en raison des restrictions liées à la pandémie. De mon point de vue, c'est encouragé parce qu'en fait, c'est sur la base du taux directeur maintenant que les banques commerciales qui sont un peu plus bas dans la hiérarchie des banques, c'est à cet instant que les banques commerciales fixent donc les conditions de base bancaire de nature à pouvoir stabiliser les prix et en même temps relancer l'économie, ce d'autant plus que le taux d'intérêt que la banque commerciale appliquait par exemple aux clients, à l'agent économique qui venait demander un prêt, si ce taux était de 10%, et qu'on a baissé les taux directeurs de 0,5. Vous voyez donc que la Banque centrale donne la possibilité aux banques commerciales de pouvoir réduire
leur coût de loyer de l'argent et par voie de conséquence, faire venir davantage des gens dans le portefeuille de la banque commerciale. Réduire les taux directeurs de la Banque centrale égyptienne ira dans le sens de pouvoir encourager les opérateurs économiques à investir davantage, encourager les investisseurs institutionnels à intervenir davantage dans le champ de l'activité économique et par voie de conséquence donc relancer sur la durée l'économie égyptienne. Par ailleurs, le niveau de l'inflation en Égypte continue d'augmenter. Il a atteint 4,5% en octobre 2020 contre 3,7% en septembre et 3,4% en août 2020. Cependant, la Banque centrale devrait rester en dessous du plancher de 6% qui était attendu par l'institution pour l'année 2020. La Côte d'Ivoire est engagée depuis des années dans un processus d'éradication du travail des enfants, un programme soutenu par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Si le travail des enfants dans les champs de cacao fait l'objet d'une plus grande attention, d'autres domaines passent entre les mailles du filet, comme le travail des enfants portefaix qui transportent les emplettes dans les marchés. Un phénomène que nous explique notre correspondant en Côte d'Ivoire, Jean-Paul Ouedraogo. Ils ont entre 6 et 17 ans, filles comme garçons, apprenants ou non scolarisés, orphelins ou pas. On les retrouve dans plusieurs marchés portant les emplettes dans des brouettes ou sur la tête, moyennant quelques sommes d'argent. C'est le phénomène des tanti-bagages ou portefeuilles. Ici, dans le grand marché de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs marchés du pays, ils sont plusieurs dizaines d'enfants concernés par cette forme de travail des enfants. C'est parce que j'ai perdu mon père, maman, elle n'a pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'il me bat, maman. Je travaille pour garder l'argent pour payer mes fournitures scolaires. Créé en 1963, le complexe socio-éducatif de Daloa a 3 grandes vocations, dont celle de s'occuper de toutes les vulnérabilités sociales, surtout la petite enfance. Sensibilisation, ateliers de formation et bien d'autres actions pour dissuader le travail des enfants ont été menées dans ce sens. Mais les fruits ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. Ce que notre pays sera dépend de ce que nous aurons fait de nos enfants aujourd'hui. Si nous les maltraitons, si nous n'en prenons pas soin, demain nous aurons des adultes qui ne seront pas capables de faire avancer notre pays. Je vais dire que le phénomène prend de l'ampleur et les enfants sont de plus en plus occupés à des tâches d'adultes qui sont réservées à des adultes et il faut faire beaucoup de choses pour que ces situations changent. En rappel, selon les autorités, aucune étude sérieuse n'a encore été menée sur le nombre exact d'enfants touchés par le phénomène des tanti-bagages. Pari tenu pour la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est parvenue à récolter 3,4 milliards d'euros lors de la table ronde des 16 et 17 novembre à Paris, en France. Cette somme vient s'ajouter aux 600 millions déjà acquis. Le montant global servira à financer des projets d'intégration d'infrastructures de transport et d'énergie dans les 6 pays membres de la CEMAC, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. La sous-région ambitionne de réaliser des projets essentiellement portés sur des partenariats publics-privés entre 2021 et 2025. Et avec nous, pour en parler sur ce plateau, nous recevons M. Djena Wembou, secrétaire permanent de la CEMAC. Bienvenue. Merci, madame. Alors, la CEMAC a obtenu plus de 3 milliards d'euros, on l'a dit précédemment, en faveur des projets d'intégration régionale. Est-ce suffisant pour moderniser cette zone et pour rattraper le retard de croissance qu'elle accuse? Ce n'est pas suffisant, madame, mais c'est un bond impressionnant, parce que, comme vous le savez très bien, la diversification économique, la libre circulation des biens et des personnes, l'amélioration des conditions de vie des personnes et des biens dépend non seulement des infrastructures, mais également de la possibilité de l'intégration physique et commerciale dans notre région. Et ceci était très très important que nous puissions avoir ces projets, les mettre en œuvre pour toute la région avec une approche solidaire régionale pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Parce que c'est cela l'objectif que les chefs d'État ont fixé lors du sommet qu'ils ont tenu à Yaoundé en novembre 2019.
Alors, le développement des projets d'infrastructure vise aussi à développer les échanges commerciaux. On sait que dans la CEMAC, les échanges commerciaux intra-régionaux restent fragiles. Ils sont estimés à 2%. La Banque des États de l'Afrique centrale prévoit de les faire tripler à 6% d'ici 2025. Et c'est un objectif réalisable quand on sait que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, va être mise en œuvre dès le 1er janvier 2021. C'est un objectif réalisable. Comme vous le savez, tout économiste le sait, la libre circulation des biens et des personnes, c'est 3 aspects. C'est d'abord des infrastructures, c'est ensuite lever les obstacles juridiques, politiques, économiques, mais c'est troisièmement développer les affaires, parce que vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne produisez pas. Donc, pour le premier aspect, nous voulons que toutes les capitales des 6 pays de la CEMAC soient, que l'on puisse les joindre par voie de circulation sur des routes goudronnées. Et là, je peux vous dire que les projets de l'Axe 1 ont tous reçu des financements. Il ne s'agit pas d'une table ronde habituelle où les gens annoncent des contributions. Non. Nous avons pris la peine de discuter avec les partenaires, avec les bailleurs et les investisseurs privés qui, comme vous le savez, ont pris part pour la première fois à ce genre d'exercice, pour que nous puissions passer de la théorie des annonces à la réalisation effective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de lever les obstacles au commerce. Lever les obstacles, c'est-à-dire faire en sorte que les contrôles, les barrages soient intégrés, qu'il y ait un seul poste où on a à la fois et la gendarmerie, et la police, et la douane, pour faciliter justement cette libre circulation des personnes et lever les entraves juridiques au commerce dans nos régions. Mais ce qui est le plus important, on a mis en place en amont ce que nous appelons Comité national de l'origine. Ce comité certifie les productions de la CEMAC et fait en sorte que nous puissions consommer nous-mêmes ce que nous produisions sur le label CEMAC. Au lieu donc que nous achetions de la viande d'Australie ou du Brésil, que nous puissions acheter de la viande du Cameroun ou de la viande du Tchad, que c'est elle qui soit consommée au Gabon ou au Congo. Que le fer qui est fait au Congo et surtout le ciment du Congo, que ce soit cela qui soit circulé dans la région. Que le poisson produit dans la région soit circulé dans la région. Que le poisson produit dans la région soit consommé dans la région. Voilà pourquoi nous avons créé ce que nous appelons Comité national de l'origine et au niveau régional, Comité régional de l'origine, pour faciliter la consommation. Mais madame, vous savez que tout ceci ne peut pas marcher si nous-mêmes nous ne renforçons pas notre production. Alors juste, dernière question, oui. La CEMAC est décrite par les spécialistes comme la sous-région la moins développée du continent africain, avec un taux d'intégration de 17% contre une moyenne de 40% pour toute l'Afrique. Est-ce que le fait de faire appel à des aides financières extérieures ne risque pas de rendre cette région plus vulnérable ? Non, madame, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne faisons pas appel, nous ne venons pas ici comme des mendiants qui viennent commander. Nous avons déjà, sur les 11 projets, nous avons mobilisé près de 807 millions d'euros par, nos propres contributions sur nos budgets nationaux d'investissement, par 2, par les accords que nos États ont déjà signés. Il y a 4 axes, madame. Le premier axe, c'est les routes, les transports. Mais le deuxième axe, c'est l'interconnexion électrique, parce que sans électricité, l'industrie ne marche pas. Et l'interconnexion des nouvelles technologies de l'information pour créer les start-up. Le troisième axe, c'est développer justement la diversification de l'économie, en faisant en sorte que les ports secs de Béloko, que les ports secs de Dolisie puissent mettre... Mais le quatrième axe, dont on ne parle pas souvent, c'est la formation des ressources humaines. Une université inter-État qui aura 2 campus, un campus à Ouesso, au Congo, et un campus au Cameroun. Pourquoi? Pour former nos propres spécialistes dans les domaines les plus pointus, parce que l'avenir, c'est la jeunesse, ce n'est pas les gens de ma génération. Et voilà pourquoi c'est une approche holistique que nous avons adoptée, enfin, pas nous, que nos chefs d'État ont adoptée et que nous sommes chargés de mettre en œuvre. Merci Monsieur Djena Wembou d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de la CEMAC. Je suis le secrétaire permanent du PREP CEMAC et je vous en remercie, madame. Je vous remercie de votre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.